Le nom de Mathieu Gosselin vous dit peut-être rien. Vous allez le découvrir avec moi. C'est tout un parcours, toute une ambition. Il est d'ailleurs en train de se préparer pour cette entrevue. On le reçoit dans un moment. À tout de suite. On va remonter dans le temps. Luxo Marbre, au moment où vous en faites l'acquisition, a à peu près 30 ans d'existence. Alors, c'est quoi Luxo Marbre à ce moment-là? Bien, en histoire, Luxo Marbre, une entreprise 30 ans, familiale, qui a débuté comme toute petite entreprise dans un garage et évolué avec les années. Au départ, c'était concentré dans la fabrication de marbre synthétique, tout ce qui était marbre moulé synthétique pour les comptoirs de salle de bain. C'était pas le même marché qu'aujourd'hui dans le retail. C'était souvent choisir son top et par la suite choisir son cabinet de vanité. Puis après ça a évolué avec les années. Et ça a toujours gardé aussi une fibre qui était vraiment un manufacturier et ça l'a poursuivi vers plus un importateur-distributeur. L'entreprise était vraiment entre deux marchés au niveau de la taille de l'entreprise. Fait que, donc, pour aller au marché, pour vendre l'entreprise, il y avait un besoin en capitaux, peut-être? Je dirais pas un besoin en capitaux, mais un besoin de vision dans l'entreprise pour l'emmener au niveau supérieur. Parce que dans le type d'acquisition, quand tu regardes des entreprises, c'est soit une entreprise qui est vraiment mature, qui est bien développée, ou une entreprise qui est un petit peu entre les deux, puis qu'on a besoin d'emmener à l'autre niveau. Parce qu'une entreprise dans le domaine de la distribution, manufacturing, a besoin d'avoir des processus pour passer au niveau supérieur. Alors, on est chez vous, une usine récemment acquise depuis seulement quelques mois. Mathieu, est-ce que d'abord on peut dire de vous que vous êtes un ambitieux parce que quand on va regarder l'histoire récente, vous venez de faire comme quelques acquisitions coup sur coup. Est-ce qu'on pourrait vous qualifier de quelqu'un d'ambitieux? Oui, certainement. Très ambitieux, mais avec un plan de très, très focusé avec les différents milestones pour avancer avec différentes étapes. La première étape était l'achat de Luxo en 2021, dans le plein milieu de la pandémie, début de la pandémie, qui était un modèle d'affaires à refaire du tout au tout. On va juste se souvenir, en juin, c'est là qu'on a eu la grosse inflation du prix des containers. Oui. Puis ça nous a amené, nous, à se remobiliser. J'ai officiellement acquis l'entreprise au mois d'août. J'avais commencé à partir du mois d'avril à débuter, dans le fond, dans l'entreprise pour commencer à se familiariser, puis après ça, jusqu'à aller à la portion de l'acquisition officielle. Mais ça a amené des challenges de départ. Quel changement majeur vous avez apporté à l'entreprise dès que vous avez été aux commandes? Premièrement, on est dans notre façon de procéder au niveau de l'importation de la chaîne logistique. On a revu ça de fond en comble. Le premier élément qui était le plus difficile pour nous, c'était le coût des importations. On avait un produit à un certain prix. Dans notre première étape, était de recevoir des composantes assemblées ici. Est-ce qu'on peut nous aider à comprendre, Mathieu Gosselin, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette entreprise? Puis, est-ce que vous aviez un parcours qui vous destinait justement à vous intéresser au secteur manufacturier, puis au grand secteur de la distribution dans le détail? Alors, quelles étaient les expériences de travail ou la scolarité qui vous a amené à vous intéresser à ce genre d'investissement? Premièrement, la passion. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Toute ma famille était dans le couvre-sol, dans le marché du retail et commercial. Donc, la fibre de comprendre au niveau du retail est venue de là dans mon jeune temps. Et aussi la passion, tout ce qui est la passion au niveau design. Au niveau design de produits, design d'être en avant-garde, s'assurer de toujours avoir le meilleur produit avec le meilleur positionnement pour le marché. Qu'est-ce que vous avez changé du point de vue des groupements ou du point de vue des marchands qui fait que c'est plus facile ou plus rapide pour eux de faire affaire avec vous, par exemple? Vous avez procédé à quel genre de changement? Bien, première étape, on a recentré l'entreprise vers ce qui était un des points fondamentaux pour nos principes directeurs, c'était vraiment l'aspect service client. On a positionné l'entreprise pour devenir vraiment au centre de l'entreprise. C'est pas les opérations, mais vraiment le service client qui a prédominé dans notre aspect vision pour comment moduler alentour. Deuxième étape,
On a venu greffer l'ensemble de notre aspect communicationnel interne. Donc, on a implanté une nouvelle façon de procéder au niveau ERP, centraliser l'ensemble de nos processus vers une même vision interne pour améliorer l'aspect communicationnel. Bon, et communiquer tout ça aux groupements intéressés dans le domaine de la quincaillerie pour qu'ils apprécient les changements que vous êtes en train de faire. Il fallait les mettre en confiance. Certainement. C'est au cœur de la sensibilité en tant qu'entrepreneur parce que deux cultures d'entreprise qui sont similaires dans le marché, mais très différentes une de l'autre. Nous, plus axés en distribution, ici, vraiment manufacturier. Ouais. On a fait une première étape de stabiliser notre équipe de direction et aussi les rôles et chacun de Luxo ont évolué ou repositionné certaines tâches pour s'assurer que ça soit vraiment bien unifié. Mathieu, une des façons de lutter contre le manque de main-d'œuvre, c'est aussi d'automatiser un peu plus nos entreprises. Vous êtes jeune, normalement, vous devrez être ouvert à tout ce qui est nouvelles technologies. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez que ça fait partie de la solution pour conserver un secteur manufacturier vivant au Canada? Certainement. Puis c'est pas juste dans l'aspect manufacturier, c'est dans les processus aussi, au niveau service client, au niveau de l'accessibilité à l'information. Il y a beaucoup de tâches répétitives qui sont faites dans notre secteur, mais à l'occasion, on le voit plus. Mais c'est ces premières sensibilités-là qu'on doit aller mettre en place comme processus pour améliorer l'aspect manufacturier. Et l'aspect manufacturier, oui, comme tu disais, on a hérité ici d'une usine qui est moderne 2.0. Il y a 2 robots aussi qui sont installés à l'interne, mais c'est certain que ça fait partie de notre valeur pour être encore plus compétitif au marché. Bon. Vous avez à peine digéré cette acquisition que durant l'année 2023, vous êtes déjà intéressé à acquérir une autre entreprise. Mais ce n'est pas l'entreprise, je pense, en tant que telle qui vous intéresse comme ses installations et c'est ici que nous sommes. Alors, on est où présentement, Mathieu? Première des choses, on est à Valleyfield, dans le nouveau parc industriel de Val-d'Ève. On est dans une usine ici qui est 2.0, beaucoup d'investissements qui a été fait au niveau nouvel type de machinerie. À Saint-Rémy, nous avions 80 000 pieds carrés. Ici, on est à plus de 130 000 pieds carrés au niveau de l'espace manufacturier et aussi, c'est pas juste le pied carré qui est important, c'est le pied cube. Aussi beaucoup plus d'auteur au niveau capacité versus notre installation de Saint-Rémy. Ici, on a accès à un port qui est à moins de 5 minutes. On est collé sur le port. Il y a une station de train ici aussi directement pour aller dans le marché aux États-Unis. Et les axes routiers aussi qui sont hyper importants. Et l'autre portion qui est vraiment jouée dans la portion de l'acquisition, c'était aussi tout le volet au niveau main-d'œuvre. On reçoit ici à chaque jour, il y a 3 navettes d'autobus qui viennent dans le parc industriel. Donc, ça nous aide beaucoup pour l'accroissement de l'entreprise. Mathieu, on se retrouve à la fin de l'année 2023. Vous décidez de solliciter l'aide du gouvernement du Canada par son agence de développement économique. Vous avez reçu une enveloppe de 335 000 $. Pourquoi avoir sollicité cet argent et puis à quoi elle vous sert? Bien, premièrement, la portion au niveau des investissements qui étaient mis au niveau de chez Luxo, c'était de redevenir manufacturier. Donc, on faisait un manufacturier hybride en installant des chaînes d'assemblage, en ayant des processus que on ne parle plus d'un produit fini, mais on revient vraiment à la source du design du produit. Fait qu'on a mis des investissements avec Investissement Québec, avec le DEC et aussi la Banque Scotia, qui est notre prêteur principal. Donc, on a vraiment refait le modèle d'affaires de l'entreprise. On a lancé un nouveau programme qui était chez Luxo, qui était le programme Cuisine. On l'a lancé en 2023, au mois de juin 2023. Mais vous arrivez dans le secteur de la cuisine où il y a déjà des joueurs. Il y a des joueurs presque locaux, pas très loin d'ici, nationaux, et puis encore une fois, la concurrence avec les produits asiatiques. Alors, comment vous vous positionnez par rapport à toute cette concurrence? C'était naturel d'emmener vraiment une diversification de produits pour éliminer une concentration dans un marché actuel. Et deuxième étape aussi, on regarde le marché. Il y a beaucoup de mouvements dans l'industrie du manufacturier en 2023. Dans notre catégorie de produits, il y a eu des nouveaux joueurs, il y a eu des joueurs... Des joueurs en difficulté. Exact. Aussi. Puis c'est là que ça nous a fait accélérer pour nos prises de décision. Donc, j'imagine que 2025,
qui va commencer bientôt. Là, c'est une année vraiment, peut-être pas d'acquisition, mais de consolidation, d'utilisation maximale et du pied carré et du pied cube ici. C'est ce que vous envisagez. Exactement. Dans le fond, là, nous, on est dans le processus de déménagement et d'installation ici pour joindre le centre de distribution et le volet manufacturier sous un même toit. Les équipes aussi, c'était dans notre point stratégique, c'était important d'avoir les équipes, dans le fond, qui sous un même toit entre les deux synergies des entreprises. Ouais. Donc, on est patient. C'est la première étape. Le marché, on va se dire les vraies choses. Il y a un gros pas de recul dans l'année qu'on vient de passer. Et avec les tendances économiques aussi, on va voir une reprise dans notre catégorie de produits, parce qu'on est plus dans un produit de finition et non de départ dans un projet de construction. On a saisi l'opportunité pour vraiment se positionner comme leader canadien dans notre catégorie et aussi d'accroître le développement parce que aussi c'est dans notre vision et notre principe par la localisation si on est ici, d'aller du côté États-Unis pour aller développer davantage le marché. Vous semblez pas trop inquiet par le protectionnisme américain. Vous croyez qu'une entreprise québécoise comme la vôtre peut tirer son épingle du jeu malgré cette vague au nationalisme qu'on sent très fort là, du côté des États-Unis? Pour le marché États-Unis, il y a deux vecteurs qui vont toujours être à regarder. C'est un, le taux de change. On est très compétitif malgré ce qu'il va y avoir avec la nouvelle administration qui est annoncée en préliminaire, mais on est en bonne capacité pour être en mesure de répondre au niveau du pricing aux États-Unis de façon très, très agressive. Oui. Donc, avec la nouvelle administration, on va être patient, on va voir comment ça va se positionner, mais notre marché principal reste le Canada. Et c'est là qu'on veut encore aller chercher davantage des parts de marché dans l'ensemble de la diversification qui est le retail, le wholesale et aussi tout ce qui est le volet pro. Alors, on a parlé beaucoup de processus, d'administration, de changements importants entre moins importé, plus assemblé ici, localement. Mais il y a eu des changements au niveau aussi du marketing. Est-ce que vous avez retravaillé vos catalogues de produits, votre offre? Et est-ce que aussi vous avez révisé, par exemple, votre site web? Ou bien, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais première des choses, oui, on a fait une refonte au niveau de tous nos outils communicationnels et marketing. C'était la première étape. On travaille, la deuxième étape, ça va être l'identité visuelle au niveau de la marque et aussi par la suite, tout ce qui est le volet web, au niveau site web, c'est d'améliorer, dans le fond, tout l'aspect service client au niveau de la disponibilité, une visibilité au niveau des inventaires. Êtes-vous en train de dire que les marchands, leurs groupements pourront savoir ce que vous avez en inventaire réel dans un laps de temps assez court? C'est d'un objectif d'être prêt pour la fin 2025 au niveau... Pourquoi vous voulez aller là? Pourquoi vous investissez des efforts dans ce sens? Nous, si on veut améliorer, devenir un leader canadien, c'est d'avoir le produit avant tout et la qualité. Et par la suite, le plus important, c'est le service client. Du moment que le service client est en avant des valeurs de l'entreprise, au niveau de l'ensemble de nos processus, c'est ce que le client recherche. Oui. Quand, Mathieu, vous choisissez de moins importer, puis en tout cas de produits finis, puis de plus faire localement, est-ce que ça a un impact aussi sur le plan environnemental? On a diminué 66 % de nos SG au niveau de l'importation en revalidant notre façon d'importer, en réduisant l'espace pied cube. Donc, faire ça de façon très simple. Au moment qu'on se parle, un container était importé avant. Aujourd'hui, on importe dans un container 3 fois la marchandise d'auparavant par le processus de composante. Donc, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre parce que vous transportez sur le Pacifique beaucoup moins de marchandises. 100 %. Ça fait partie de notre valeur interne aussi, autant aussi dans le domestique, dans ce qu'on va envoyer chez nos clients au niveau marchandises dans la portion transportation. Aussi, on a un volet qui est hyper important pour nous, c'est de maximiser le volume dans chacune des transports qu'on envoie pour, encore une fois, avoir une conscience environnementale. Et dans les autres points qu'on a vraiment améliorés ici, on le voit dans notre gamme de produits de comptoir Nouveau Quartz, tout un packaging, il est 100 % carton. On a éliminé tout ce qui est le volet foam. Est-ce que vous pensez que les clients apprécient ce geste? Écoute, ou bien ils ne s'en rendent pas compte? Pour le moment, je vous dirais, ils ne s'en rendent pas compte, mais dans la chaîne de valeur globale, c'est que nous, on veut commencer à le mettre dans notre principe directeur d'entreprise parce que
plus qu'on se positionne comme un joueur de premier ordre de façon nationale, mais toute la chaîne de valeur de l'entreprise en découle. Pensez-vous que les groupements d'achat, on n'a pas besoin d'évoquer les noms, on les connaît tous, vont être plus sensibles à l'idée d'encourager ce qui se fabrique, ce qui s'assemble au Canada? Parce que jusqu'à maintenant, cette industrie ne nous a pas montré beaucoup de fidélisation, de solidarité envers les entreprises qui ont le courage de continuer à fabriquer ici au Québec puis dans le reste du pays. C'est un manque, mais il faut que la portion des manufacturiers soit supportée davantage, c'est certain. Parce que nous, au final, on fait en sorte de créer de l'emploi, de créer de l'économie locale et aussi, ce qui est le plus difficile à ce stade-ci, puis personne ne sait ce qui sera le futur avec la portion géopolitique à travers le monde. On est tous sur des qui-vive depuis plusieurs années. Oui. Mais on doit, nous, en tant que marché canadien, se soutenir entre les manufacturiers et les distributeurs et aussi les retailers, entre tous. Est-ce que, Mathieu, vous attendez quelque chose des deux paliers de gouvernement supérieur en termes d'appui aux manufacturiers canadiens? Oui, certainement. Je vous dirais que nous, en tant qu'entrepreneurs puis manufacturiers, on ne peut pas se baser là-dessus dans notre day-to-day au niveau du quotidien. Il faut exiger plus. Le Canada, c'est un grand pays, pour un manufacturier, au niveau de la densité, c'est important d'avoir un appui parce que nous, quand on décide de faire affaire avec de grandes bannières, on doit les couvrir dans l'ensemble du marché national. Oui. Puis le gouvernement, s'il nous fidélise, s'il nous aide davantage, mais c'est certain que dans chacun des investissements, on va faire en sorte de deux choses. Plus que le manufacturier est solide, plus qu'on se positionne comme des leaders canadiens, mais c'est certain qu'on devient qu'une économie plus forte sur un horizon moyen-long terme. Sinon, on a une dépendance à travers le reste de la planète. Puis c'est pas ça qu'on doit avoir en tant que nation. Vous vivez bien dans le moment présent. Vous êtes amateur aussi de données, de statistiques, je le sais. Donc, je vois quelqu'un qui est confiant, volontaire, et c'est le message que vous voulez envoyer à vos équipes aussi. On reste on the edge, on reste aux aguets, on est dans le moment, mais en même temps, on essaie de voir le futur immédiat. Est-ce que j'ai bien résumé votre état d'esprit? Certainement. Bon, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai été honoré de faire votre rencontre, de vous connaître plus. Et vraiment, je suis encore ébahi par la modernité des lieux qui nous entourent. Merci à l'ACPAT. Merci Richard.